bonsoir à tous et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi. Merci d'être fidèles et surtout de tenir bon dans cette période un petit peu compliquée et qui commence un petit peu à durer. Je crois qu'on est tous d'accord sur ce plateau. Ça fait des semaines tout de même maintenant, des mois même qu'on ne compte plus les spectacles et les concerts annulés, reportés, postposés, appelez ça comme vous voulez. Cela concerne autant les grandes institutions comme la Monnaie, on va en parler, que les petits lieux. Un véritable casse-tête évidemment pour les programmateurs, programmatrices, directrices, directeurs et à chaque fois une douche froide aussi pour les artistes, faut pas les oublier, les techniciens, les techniciennes et toutes les personnes qui portent en général les projets culturels et les regardent un petit peu impuissants partir en fumée. Comment, s'il vous plaît, garder le cap sur ces sables mouvants et d'une façon pragmatique tout de même, il faut en parler aussi. Comment se règlent les questions de dédommagement, de contrat, de répétition, etc., etc. Ce ne sont pas les questions qui vont manquer ce soir. Bonsoir Peter de Caluet. Premier invité, merci d'être là. Vous êtes directeur général et artistique de la Monnaie. Comment vous vous sentez en ce moment ? J'ai le temps d'être chez vous, donc ça veut dire que je ne suis pas au travail au théâtre. Je me sens OK, mais je trouve quand même que c'est dommage de devoir annuler plusieurs choses. Ce n'est pas la première chose qu'on annule. Non. Donc Armen, on va en parler. En face de vous, Biche de Ville, bonsoir. Bonsoir. Biche, vous êtes un poète punk, on peut dire ça comme ça ? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça me va très bien. Qui avait trouvé cette étiquette C'est Alexandra Vassen qui avait trouvé ça sur la première. Donc en introduisant l'un de mes titres, donc voilà. Je trouvais qu'il résonnait très fort avec ce que je fais. Et un premier album qui s'appelle Kevin. Exactement. Très belle pochette d'ailleurs. Merci. Au passage. Clément Peters, bonsoir Clément. Bonsoir. Merci d'être là, musicien également, chanteur. C'est le groupe Lady Lo. Ça vient d'où Lady Lo d'ailleurs ? Ça vient d'une sorte d'hommage qu'on a rendu à une de nos amies. Qui s'appelait Laura. D'accord, Madame Laure. Exactement. Et alors en face de vous, Benoît Raoult. Bonsoir Benoît, merci d'être là. Vous êtes à deux casquettes ce soir. Président de l'ASBL Aspropro. Oui. ASBL Aspropro, en deux mots, ça... C'est l'association des programmateurs professionnels, d'où le nom un peu particulier. Et donc voilà, en fait, on représente donc les programmateurs professionnels et l'objectif numéro 1 de cette ASBL, c'est vraiment la circulation des artistes à travers tous les lieux de diffusion. Circulation un petit peu entravée en ce moment, on peut le dire. Oui, notamment c'est clair, c'est pas évident. Propulse, dont vous êtes partenaire et qui devait se tenir et qui est reporté, j'allais dire au calendrier grec, c'est pas loin. Non. Allez, et vous êtes aussi directeur du centre culturel d'Aiguezé qui s'appelle L'Écrin. On va commencer par une chanson d'un petit peu mal en ce moment, donc pourquoi pas Chérie, fais-moi mal. Allez. Ça c'est vous ça. Allez, plus sérieusement, ceci dit, ça parle de la violence faite aux femmes et aux personnes sexisées. On regarde un petit peu le clip et puis on démarre après. Fais-moi pleurer encore, fais-moi crier plus fort. J'ai pas encore eu assez mal. Vas-y, fais-moi mal, que je me sente vivante une dernière fois, à la manière d'une première fois. Ma chérie m'en veut pas, ma chérie, je peux pas, ma chérie m'en veut pas. C'est pas toi, c'est moi. Ma chérie m'en veut pas, ma chérie, je peux pas. Ma chérie m'en veut pas. C'est pas toi, c'est moi. Voilà, extrait de Chérie, fais-moi mal. C'est on dit le deuxième single, c'est comme ça qu'on dit d'un album Oui, voilà. Voilà, c'était Kevin le premier. En tout cas, l'album s'appelle Kevin. Non, oui, l'album s'appelle Kevin. C'est ça, d'accord. Voilà. Et c'est depuis la sortie de l'album, c'est le deuxième single. Il est sorti quand cet album Il est sorti en juin. D'accord. Voilà, on parlait justement de calendrier tout à l'heure. On ne sait plus quand, en fait, en ce moment. quand faire ses sorties, parce que les calendriers sont tellement bousculés que voilà. Mais il est toujours en fait tout jeune. Chez vous aussi, on s'y perd dans les dates depuis 2 ans. Je ne sais pas comment vous faites. Vous avez un agenda, Clément ? Oui, en effet. Dernier album sorti en février 2021 et on s'était posé la question pendant 1 an de savoir quand on allait le sortir pour au final choisir une date. Un peu sur un coup de poker. Très, très compliqué. Chérie, fais-moi mal. Est-ce que vous avez mal en ce moment? Oui, Au et sens figuré, bien sûr, c'est drôle. C'est-à-dire que j'ai justement fait, en fait, avec ce clip, quand il y a eu le dernier Codeco, j'avais pris un extrait du clip et des paroles du clip pour m'adresser justement à ce... Quand, voilà,
pour moi, c'était la façon dont le gouvernement s'adressait à nous, en disant à la culture, ma chérie, m'en veux pas. Voilà, c'est pas toi, c'est moi. Et ce truc, je sais que moi, quand je le chante sur scène, en ce moment, il y a aussi cette... quand j'ai l'occasion de pouvoir être sur scène, de dire, mais allez, continuez, en fait, on reste debout, mais il y a ce truc presque d'appel à la violence, de dire, vas-y, allez, frappe-moi encore pour voir. Ça vous a blessé à ce point-là ? Bien sûr que ça m'a blessé. Bien sûr que ça m'a blessé. Ça me blesse depuis... on va bientôt arriver à 2 ans, quand même. Ouais. Et comme j'expliquais justement à Peter tout à l'heure, c'est que moi, ma carrière, elle commençait à éclore 1 semaine avant l'annonce du Covid. J'avais un premier concert avec 200 personnes, j'avais mon premier single, j'avais la presse qui s'intéressait un petit peu. Et donc, tout d'un coup, tous ces efforts commençaient à payer. Et là, ça a été englouti 1 semaine après. Donc oui, je suis en colère parce que... comme on dit, comme le calendrier, ça ne repose sur rien, il n'y a plus de logique. Et surtout que ça dure. En fait, au début, on peut comprendre l'inquiétude du gouvernement, Peter Decalu. Mais là, ça dure. Donc parfois, on se dit, mais voilà, est-ce qu'il faut encore tenir si fort ? Je ne vais pas vous demander de prendre une décision politique, ça c'est très compliqué. On ne voudrait pas être à leur place d'ailleurs, mais c'est long quand même, non ? Mais je crois que nous avons pris les décisions avant le monde politique. Et c'est ça qui blesse le plus, c'est que le monde politique ne semble pas nous faire confiance. Tandis qu'on était les premiers à prendre les mesures, qu'on a appliqué les règles les plus dures que dans l'ORECA, plus dures que dans d'autres secteurs. Donc, je plaidois quand même qu'on fasse confiance au secteur culturel, qui savent très bien comment gérer des flux de masse, comment organiser des choses en bubble, la façon dont on doit travailler aujourd'hui, c'est inventé par le secteur créatif. Ah oui, complètement. Donc, vous êtes un peu de très confiance. imaginatif. Vous êtes directeur d'un centre culturel en Wallonie, à Guézé. Pareil, quoi. Effectivement, c'est très compliqué, évidemment, d'organiser. Enfin, je veux dire, pour revenir à la question précédente, sur la saison, on ne sait plus dans quelle saison on est, à force de reporter des spectacles. Il n'y a plus de saison, comme on dit. Voilà, il n'y a plus de saison, effectivement. Et les mesures, effectivement, qui ont été prises dans le secteur culturel étaient effectivement beaucoup plus drastiques que dans d'autres secteurs. Et je pense que ça tient peut-être à l'image, à la fausse image que les artistes et le monde culturel est rêveur, en fait. Alors que pertinemment, on sait très bien que pour pouvoir organiser des tournées, des spectacles, etc., ça demande une logistique et une précision énorme. Et donc c'est une organisation, ce sont des gens qui sont habitués à organiser des événements et finalement, ce sont des gens qui ne sont pas spécialement dans ce secteur-là, qui prennent des décisions pour ces gens-là. Et c'est ça qui est très, très compliqué. Clément, vous avez été un peu frustré aussi, ou même blessé, un peu comme Biche, ou pas ? Tout à fait. On a pas mal de concerts qui ont été annulés, reportés, notamment une date qui a finalement eu lieu au Botanique en décembre de cette année. Mais donc lors de la sortie de l'album en février 2021, généralement, il va de pair d'avoir une prestation live avec pour présenter justement le nouveau titre. Évidemment, en période de Covid, donc on a décidé de sortir l'album sans avoir de prestations live associées, parce qu'à un moment, il fallait le sortir. Et donc, cette date qui était prévue initialement en décembre 2020 était reportée en juin, puis en décembre. Ouais. On a une espèce d'illumination de l'avancée en décembre au 1er plutôt qu'au 23. Et on a bien fait. On a finalement pu faire ce concert en conditions différentes, c'est-à-dire qu'on a dû être basculé de la rotonde de l'orangerie à l'orangerie pour avoir suffisamment de place assise pour pouvoir le réaliser. Donc c'était un casse-tête pas possible. Les gens sont restés assis ? Les gens sont restés assis. On peut le dire maintenant. Voilà. Mais je me dis qu'au niveau personnel, c'était déjà tellement compliqué pour un seul groupe. Je n'ose pas imaginer le casse-tête général pour l'ensemble de la culture. Casse-tête partout. Dont la monnaie. On va voir un extrait que les gens n'ont pas vu, sauf si on a été à Aix-en-Provence, ou je ne sais pas si ça tournait depuis. Ça a été créé en 2017, le Carmen. On voit un court extrait, puis on va parler de cette suppression. Voilà, Carmen, création 2017. Dimitri, j'arrive pas à le prononcer. Tcherniakov. Voilà, merci, ça m'aide. Ça, c'était une décision
difficile à prendre de le supprimer? Surtout, c'est un titre tellement iconique et en plus, cette production est la production de Carmen d'aujourd'hui parce que c'est une introspection dans l'âme. C'est pas le récit de la pièce, mais c'est vraiment une psychiatrie, une séance psychiatrique. Donc, en effet, c'est contemporain. C'est extrêmement contemporain, extrêmement. Ça nous confronte aussi beaucoup avec nous-mêmes, avec les passions, avec les conflits dans nos âmes, avec l'amour, avec l'inconsistance. Alors, ce qu'on a envie de comprendre, Peter de Calu, ok, vous avez pris cette décision, pas tout seul, j'imagine, ça se discute ensemble. Pour quelle raison? En raison d'un trop grand nombre de personnes qui ont le Covid? Disons que la première raison était, comme j'ai toujours décidé depuis le 13 mars, il y a 2 ans presque, j'ai décidé pour la santé de nos collaborateurs, des artistes et pour le public. Je crois que ça, c'est la première chose. Il faut pas mettre les gens en danger. Est-ce qu'ils étaient en danger, là? Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, à l'école, ils ont pris la décision complètement à l'opposé. Nous avons décidé de fermer maintenant pour éviter le pire. Dans les écoles, ils ont ouvert et on voit maintenant les résultats de ça. On savait que cette vague était énorme et qu'on ne peut pas chanter dans un chœur sans masque avec une personne qui est infectée. Ça veut dire que tout le monde reste à la maison. Dans la distribution, la même chose. Dans l'orchestre, la même chose. On est quand même avec 150 personnes au travail, au total. Donc ça, c'était une première raison, c'était une raison de protection. La deuxième raison, on pourrait tout faire avec des remplacements, constamment remplacer les gens, etc., mais faire ça pour 200 personnes, ce qui est le nombre limité. Donc ça, c'est pas rentable, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? C'est pas seulement la rentabilité, c'est encore une chose, mais c'est plus motivable. On peut plus motiver les gens à travailler dans des conditions pareilles. On peut pas les mettre en danger et on peut pas leur forcer de jouer devant 200 personnes. Mais 200, parce qu'il y a des spectacles qui se font à 200, puisque c'est la règle, même dans des grandes salles comme au National, tout ça. 200, c'est vraiment un problème? 200, c'est un problème parce que ça veut dire sur des recettes qui sont plus que 1,4 million, on va perdre presque 900 000 euros. Oui, là on parle d'argent. Mais vous me dites on ne doit pas spécialement parler d'argent. Donc est-ce que jouer devant 200, c'est... non, les artistes l'ont fait pour Norma, on l'a fait. Oui. On l'a fait parce que le spectacle était créé, la première a eu lieu, on devait jouer devant 200, on a joué devant 200. Maintenant, on a une autre situation, une combinaison de ça, le problème économique, plus surtout le problème sanitaire. Et je crois que ces trois-là combinés, c'était de trop. C'est quoi? C'est des gens dans l'équipe qui ont le Covid ou qui sont cas contact? Je crois qu'il y a des gens, il y a pas jusque maintenant, jusque fin de l'année, on a pu protéger les gens. Il n'y a pas des cas Covid qui ont été créés par le travail. C'était toujours des cas importés. Depuis janvier, on voit quand même que les gens se donnent dans les équipes le virus. Ça passe. Et donc, quand on chante, il y a les aérosols. Quand on joue un instrument de musique, il y a des aérosols. On ne peut pas éviter que les gens deviennent malades. Finalement, chanteur, vous êtes chanteur, ça propage le virus, si je puis un peu vous embêter. Non? Waouh. Je t'en prie, réponds à cette question. Il semblerait que quand on hausse la voix, il y a un aérosol qui se crée et que ça porte des charges virales. Mais malheureusement, quand ça fait partie du job. Si on se retrouve sur scène avec un masque pour pouvoir diffuser un message auprès d'un public, ça perd en cohérence, ça perd en intensité. Donc c'est juste je dis ça pour vous taquiner. J'imagine bien. L'organisation, ça casse-tête aussi, j'imagine. Pour le festival Propulse, en tout cas, c'est un vrai casse-tête. Et c'est ça qui nous mène à cette annulation, ou à ce report, en tout cas, du festival. Ça fait très mal parce que c'est très tardif. Ils l'ont appris en début de semaine. Vous avez envoyé un communiqué, pas vous, mais oui, la Fédération lundi, effectivement, ça a été à tous les professionnels. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que Propulse. Donc c'est une sorte de festival, on peut dire ça, pendant 2-3 jours, qui était prévu là maintenant. C'est un festival qui a lieu pendant une semaine, en fait. Une journée classique, et puis le reste, c'est, disons, pluridisciplinaire au niveau des arts de la scène. Et donc, il y avait 4 jours qui devaient se passer au Théâtre National. Donc c'est vraiment la vitrine de la Fédération Wallonie-Bruxelles au niveau, je dirais, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi au niveau international, parce qu'on a des programmateurs qui viennent de l'étranger aussi pour cet événement-là. Donc extrêmement important pour les artistes, pour les compagnies qui justement passent un mauvais quart d'heure en ce moment. Effectivement, on avait 43 spectacles qui étaient programmés.
Et effectivement, c'est une déception totale, évidemment. Pourquoi le supprimer, puisqu'il y a quand même des spectacles qui se donnent avec des jauges de 200 ? Qu'est-ce qui fait que vous l'avez supprimé ? En fait, c'est déjà un vrai casse-tête d'organiser un festival pareil, avec 43 compagnies qui doivent partager les loges, circuler en coulisses, etc. Donc c'est déjà un challenge énorme. Et ici, effectivement, dans l'équipe du Théâtre National, il y avait déjà quelques cas Covid, en fait. Donc des personnes qui ne pouvaient pas travailler. On avait peur que ça prenne encore plus que ça se propage encore plus. Ouais. Et avec 350 personnes inscrites pour ce festival comme spectateurs, enfin des programmateurs inscrits, ce mélange-là aurait créé un cluster et on n'était même pas vraiment certain de pouvoir techniquement assurer le festival en entier parce que les équipes sont déjà incomplètes et il y avait déjà des représentations, enfin des répétitions qui devaient commencer cette semaine au Théâtre National qui ne pouvaient pas se faire. Donc, c'est reporté fin juin. Oui. Est-ce que c'est pas un petit peu tard quand même ? On est vraiment fin de saison, c'est le début des vacances. C'est clair. Les gens ont la tête ailleurs. C'est clair. C'est pas la meilleure date. En fait, c'est le seul créneau qui était encore disponible pour pouvoir réaliser ce festival sur cette saison-ci. Il n'y avait pas de créneau avant, c'était pas possible de le faire en mars, avril. Non, la programmation du Théâtre National ne le permet pas en fait parce que voilà, c'est un lieu symbolique qui permet de pouvoir appuyer l'importance du festival et effectivement le calendrier, comme tous les théâtres avec les reports etc. On a des programmations qui sont plus chargées que d'habitude en fait et donc le seul créneau disponible était encore fin juin. C'est clair, c'est pas la meilleure. Est-ce que c'est encore de l'intérêt de le faire fin juin finalement ? Est-ce que c'est pas toujours mieux? C'est toujours mieux. Comme l'édition précédente, en fait. On n'avait pas pu la faire en janvier, on l'a faite au mois d'août. C'était pas le mieux, mais au moins on le fait et on avance parce que maintenant on est dans des calendriers qui s'annulent tout le temps et donc si on ne saisit pas la première possibilité, on ne fait rien. Il faut questionner d'ailleurs la période, parce que tout le monde parle maintenant qu'il faut organiser beaucoup plus de choses en été. Donc voilà, peut-être qu'il faut changer dans nos têtes aussi. On fait quand même la fête de la musique fin juin. Oui. C'est la grande fête de la musique classique. Donc il y a toujours du monde pour ça. Il y a des gens qui sont sur Bruxelles, même au mois de juillet. On pourrait imaginer de changer nos habitudes et de jouer l'été. Pourquoi pas ? D'accord, ça oui. Mais le problème, c'est que ce genre de manifestation, c'est surtout pour les programmateurs, pour qu'ils construisent leur programmation à venir. Et là, l'avenir est déjà assez bouché, notamment pour les artistes. Enfin, c'est quand même embêtant d'être chaque fois comme ça reporté Biche de Ville. C'est sûr, parce que l'engouement qu'on peut provoquer, j'ai eu ça, je pense, après le premier confinement, où tout d'un coup, j'ai eu l'occasion de remonter sur scène. Oui. Et alors, tu ressuscites un certain intérêt. Oui. Et là, tu te dis, voilà, prochain concert, parce que c'est ça, il faut chaque fois remettre de l'énergie. Prochain concert, dans X semaines, tel lieu. Et comme les gens ont pu être là, ont découvert, etc., ou n'ont pas pu être là, mais sont emballés, il y a déjà le prochain concert qui est à guichet fermé, où tu dis « Ah, génial » et tout, et puis ça s'annule. Ouais. Et donc, il va falloir se rappeler à la mémoire des gens, parce qu'en fait, moi, je ne suis pas seule, on est tout plein, et on n'est plus sur un bouchon, on est sur... voilà, il y a toute la nouvelle génération qui arrive. On est sur le périph' à 16h. Oui, mais avec des voitures les unes sur les autres, et donc... Ça demande, on parlait tout à l'heure d'être blessé, ça demande une énergie constante, puisque, comme on disait tantôt, moi je suis mon propre patron, de mettre toute son énergie là-dedans pour être visible. On va prendre un petit peu l'énergie des batailles et des chevaux, on va regarder un court extrait de votre nouveau single. Prononcez-le vous-même. Wounded Knee. Encore ? Wounded Knee. D'accord, c'est une bataille qui a eu lieu dans le Dakota. Voilà. On regarde un court extrait puis on parle de vos difficultés juste après. Voilà, là on parlait, Peter De Caluet parlait de l'été, du plein air, on y est complètement là, non ?
Là, on y était au moment du ouais, c'est ça. On n'y est plus du tout. On n'y est plus du tout. On est en janvier et on peut pas jouer. Vous avez des concerts qui étaient prévus là, qui ont été supprimés Pour 2022, on n'avait pas pris le risque d'oser les planifier. On a joué ce qu'il fallait en 2021. Donc il y a ça aussi, une espèce d'auto. C'est très difficile. C'est comme je disais au début de l'émission, on place des concerts sur le calendrier en se disant on espère qu'en fonction de la pandémie ça passera, mais on n'est jamais vraiment certain, donc c'est vraiment des coups de poker. C'est très compliqué quand même d'avancer là-dedans. Heureusement que vous avez un métier à côté, vous êtes pharmacien je crois. Oui. On est un petit peu dans le domaine, mais bon. C'est pas le débat aujourd'hui. c'est pas le débat aujourd'hui. Je veux pas devenir un nouvel expert Covid parce que je le suis pas. Non. Comment ça va aller pour les gens qui ont perdu leur contrat finalement avec la suppression de Carmen? Je parle pour la monnaie d'abord. Je sais que pour le secteur c'est la grande question. À la monnaie, il n'y a personne qui a perdu son contrat. On a mis des clauses de paiement. Ils seront payés comme s'il y avait la présentation. Tous les spectacles, sauf un titre. On est à 9 spectacles aujourd'hui. 9 spectacles complets qui ont été reportés sur des prochaines années avec les contrats inclus. Ça veut dire que les gens ont été payés une partie de leur contrat, mais le reste du contrat sera payé. D'accord. Mais par exemple, les gens qui avaient signé un contrat avec vous, je sais pas moi, une maquilleuse, une costumière pour le Carmen ici. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Il y a des règles pour ça. Ils auront un paiement supplémentaire qui n'est pas le paiement total, mais qui est un pourcentage de leur contrat. Et à quel niveau le pourcentage? Ça dépend. Si c'est force majeure, c'est 20%, mais si c'est un spectacle normal, on va jusqu'à 50%. Donc, c'est dur quand même. Ouais. C'est dur, c'est absolument dur, mais il y a des théâtres qui ne payent rien. Il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour payer quoi que ce soit. Et vous avez les moyens? Je rappelle que vous êtes une institution fédérale. Nous sommes une institution fédérale. On a des moyens pour la simple raison qu'on n'a pas dû engager du personnel supplémentaire. C'est pour ça qu'on a sauvé de l'argent. On a dû payer notre personnel. On n'a pas reçu du chômage technique par le gouvernement fédéral. On a donc pu se sauver comme ça. Mais en effet, tout le subside qu'on a va vers les salaires et vers les artistes qu'on doit évidemment aider. D'accord. Propulse, il n'y a pas de Propulse, c'est reporté. Les artistes, ils sont le bec dans l'eau, alors ils sont le bec dans l'eau. Disons qu'il y a une compensation financière qui est en train de calculer actuellement. À quelle échelle? Je ne saurais pas vous le dire encore maintenant. On est co-organisateur, donc il y a plusieurs instances, donc on doit se mettre d'accord entre soi. Mais de toute façon, il est prévu qu'il y ait une compensation financière de toute façon. Voilà, donc... Parce que c'est souvent des artistes émergents aussi, j'imagine, qui effectivement. Les seuls qui ont pu, disons, être sauvés, finalement, c'est ceux qui étaient dans la partie off du festival. Ouais. Finalement, c'est un peu dommage que la partie in soit reportée, mais le off a toujours lieu. Donc, j'invite effectivement tous ceux qui peuvent y participer à, évidemment, réserver leur place. Vous voulez ajouter quelque chose, Peter? Non, je voulais juste... Le gouvernement parlait très souvent de dédommager les gens. Oui. C'est très compliqué de le faire. Pourquoi? Je crois que c'est aux institutions nous-mêmes de le faire. Je crois que beaucoup mieux, je le dis toujours, beaucoup mieux, ils auraient écouté et ne pas nous fermer quand ce n'était pas nécessaire, laisser nous gagner nos sous qu'on gagne, rester en balance et donner l'argent à ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y a des institutions qui n'ont pas les mêmes équipements comme mon théâtre à la Monnaie, comme Beaux-Arts, comme d'autres salles, qui peuvent très bien gagner leur argent et balancer leur budget quand on peut rester ouvert, tandis que d'autres, qui n'ont pas les mêmes installations techniques ou d'autres moyens possibles, devaient être aidés. Je crois que ça serait une politique beaucoup, beaucoup plus honnête. Qui n'a pas eu lieu. Il faut conclure. Oui, mais moi j'allais dire une chose parce que on parle d'institution, on parle d'un autre musicien qui a un autre métier. Ouais. Moi, je suis pas seule. Je fais de la musique et c'est ça mon métier. Et j'ai choisi de ne faire que ça comme métier. Et c'est un sacrifice, entre guillemets, que j'ai choisi, mais ça ne devrait pas en être un. C'est un vrai métier qui a permis aux gens, en écoutant de la musique, en regardant des films, de traverser aussi tous ces confinements. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, en prenant des décisions comme des fermetures, etc., et les décisions, ou parfois même de ne pas parler de la culture, le gouvernement ne parle même pas de nous, fait que parfois, et même souvent, et les gens, et des collègues musiciens aussi, se disent que ce que je fais n'est pas un vrai métier et qu'il serait temps que j'aille faire un vrai métier, que j'aille faire un vrai métier. Il y en a qui changent de métier. Ouais. Et donc, et ça enlève ma légitimité, ça appuie la précarité dans laquelle je suis et ça me rend coupable de vivre ça. Et ça ne devrait pas l'être. Ouais.
Voilà. Il fallait le dire. Merci, Biche David. On ira voir, chercher, acheter vos disques sur les plateformes légales aussi. J'imagine que tout ça est accessible. On ira aussi à Aiguezé si on peut pousser jusque-là, au centre culturel et puis à la Monnaie. On espère. On touche du bois. Il n'y a pas de bois ici, un petit peu là. Voilà, il y a du bois là. Pour le prochain spectacle au mois de mars, on en reparlera. Merci à tous les cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Bonsoir.